Présente tes excuses au fils de ton frère, ou dégage avec tes enfants comme des moins que rien, a dit ma mère. Juste après que le fils de mon frère ait fracassé l'iPhone 16 Pro Max de mon fils contre le mur. Il aurait dû me donner le meilleur, a-t-il hurlé. Je n'ai pas discuté. J'ai arrêté de payer les traites de la voiture, j'ai repris la Ford Mustang jetée, et j'ai dit, à partir de maintenant, débrouillez-vous avec vos propres problèmes. Dès le lever du soleil, papa m'appelait sans arrêt. Le téléphone a percuté le mur à la hauteur d'un interrupteur. L'écran en premier. Le bruit n'était pas un simple craquement. C'était une détonation. L'éclat vif et compressé du verre heurtant violemment la cloison sèche. Puis, il y a eu le cliquetis du téléphone, tombant sur le parquet en 2 morceaux. L'écran s'était séparé du boîtier. Une toile de fracture courait d'un coin à l'autre, comme la carte d'un objet qui, autrefois, fonctionnait. Asher se tenait à 1 mètre de l'endroit où le téléphone a atterri. Il montrait une vidéo à Jay. Des requins. Asher a 11 ans, et il regarde les documentaires sur les requins de la même façon que les autres enfants regardent des streams de jeux vidéo, avec une concentration silencieuse, en lançant de temps à autre une information, sans s'adresser à personne en particulier. Il avait tendu son téléphone pour montrer à Jay un grand requin blanc sautant hors de l'eau, au large de l'Afrique du Sud. Jay, 13 ans, pesant 20 kilos de plus, avait arraché le téléphone des mains d'Asher. Il l'avait regardé, avait regardé son propre téléphone, puis celui d'Asher à nouveau. Il avait dit, il aurait dû me donner le meilleur. Ensuite, il l'a jeté. Il ne l'a pas laissé tomber. Il l'a lancé, d'un geste latéral rapide, comme on fait des ricochets avec un caillou. Sauf que la cible, c'était le mur séparant le salon de mes parents et le couloir. Et le téléphone était un iPhone 16 Pro Max, qui m'avait coûté 1199 $, et pour lequel j'avais économisé pendant 6 mois à coût de dépôt de 200 $. Asher n'a pas bougé. Sa main droite a glissé dans sa poche. Pas pour ramasser le téléphone cassé, mais pour attraper le couteau de poche de grand-père Orin. Ce couteau suisse aux manches rouges, qu'Orin lui avait offert pour son 9e anniversaire, avec ces mots, un homme qui porte un couteau porte une solution. Il s'assurait que le couteau était en sécurité. Le téléphone était sur le sol, en 2 morceaux. Le couteau était dans sa poche. Asher avait le sens des priorités. Mon frère, Deacon, était assis sur le canapé, à un peu plus d'1 mètre de là. Il a vu Jay jeter le téléphone. Il a vu le verre percuter le mur. Il a vu les morceaux sur le sol. Il a pris sa bière, a bu une gorgée, puis l'a reposée sur son sous-verre, sans dire un mot à son fils. Ma mère, Vera, se tenait dans l'embrasure de la cuisine. Elle avait tout vu par le passe-plat. Elle est entrée dans le salon, a regardé le téléphone sur le sol, puis a regardé Asher. Elle n'a pas regardé Jay. Elle m'a regardé, moi. Tu as donné à un gamin de 11 ans un téléphone qui coûte plus cher que le loyer de ton frère. Ce n'est pas ça, éduquer un enfant, Kendra. C'est l'argent de la culpabilité, parce que tu n'es jamais à la maison. Tu étires des gens sur une table pour gagner ta vie. Et tu penses que donner un jouet à 1000 $ à ton fils compense le fait que son père soit parti, et que sa mère ait des bras d'homme. Et personne dans cette maison ne te respecte assez pour s'en sentir coupable. Présente tes excuses à Jay, ou dégage avec tes enfants. Comme les moins que rien qu'ils sont en train de devenir. Mon père, Clint, était dans son fauteuil inclinable. Il regardait un match de basket, avec le volume baissé. Quand Vera a terminé, il a remis le son de la télé. C'était là sa seule contribution. Le volume qui remonte. La pièce qui retourne à la normale. Le téléphone cassé sur le sol, déjà absorbé dans la version familiale des événements, une version où les affaires de mon fils valent bien moins que les états d'âme du fils de mon frère. Lynn, la femme de Deacon, était sur la causeuse. Elle filmait quelque chose avec son téléphone au moment où Jay a lancé l'iPhone. J'ai vu l'écran. J'ai vu son pouce bouger. Elle a arrêté l'enregistrement, et l'a supprimé avant même que je puisse traverser la pièce. Des preuves détruites en 3 glissements de doigts, pendant que le téléphone de mon fils refroidissait sur le parquet. Je ne me suis pas excusé. Je me suis accroupi près d'Asher. J'ai ramassé les 2 morceaux du téléphone. Je les ai glissés dans la poche de ma veste. Je me suis levé, et j'ai pris la main d'Asher. Ses doigts étaient froids. Son autre main était toujours dans sa poche, posée sur le couteau. Nous sommes sortis.
Dans mon pick-up, Asher a attaché sa ceinture. Il s'est assis les mains sur les genoux, les yeux fixés sur le tableau de bord, et a dit « Maman, je voulais juste lui montrer les requins. » Je sais. Il n'a même pas demandé. Il l'a juste pris. Je sais. Grand-mère a dit que je devais m'excuser. Tu ne vas pas t'excuser. Il est resté silencieux une minute. Puis, il a plongé la main dans sa poche, a sorti le couteau d'Orin, et l'a tenu à deux mains. Exactement comme il le fait quand il a besoin de se raccrocher à quelque chose de solide. Petit, rouge, réchauffé par la chaleur de son corps. Le couteau que son grand-père lui avait donné, parce qu'Orin voyait en Asher quelque chose que personne d'autre, dans cette famille, ne prenait la peine de chercher. Orin était le père de Clint. Il est mort pendant l'hiver 2024, à 81 ans. Il avait été tuyauteur pendant 40 ans. Il avait des mains comme les miennes, larges, fortes, et toujours sèches au niveau des jointures. Il avait offert le couteau à Asher pour ses 9 ans, et non à Jay. Deacon l'avait remarqué, et en avait d'ailleurs fait la remarque à Noël, cette année-là. « Papa, pourquoi c'est le gamin de Kendra qui a le couteau ? Jay est plus vieux. » Orin avait répondu, « Jay casse les choses. Asher les répare. Le couteau va à celui qui répare. » Ce fut le dernier Noël auquel Orin assista. Il était à l'hôpital en février, et parti en mars. Mais le couteau est resté dans la poche d'Asher, là où Orin l'avait mis. Si vous regardez Susurro de Reddit pour la première fois, bienvenue. Ceci n'est pas l'histoire d'un téléphone. C'est l'histoire d'une Mustang, d'un pick-up, d'un rapport de solvabilité, et d'une famille qui a fonctionné sur ma seule signature, jusqu'à ce que je reprenne mon stylo. Je suis propriétaire de Thibodeau Physical Therapy, une petite clinique de physiothérapie sur le boulevard Vétéran, à Kenner, en Louisiane. 3 salles de soins, un espace de gym, une réceptionniste, et une moyenne de 22 patients par semaine. Je l'ai ouverte il y a 4 ans, avec 12 000 $ de ma marraine, Margot Fielding, et 180 000 $ de prêts aux petites entreprises que je rembourse encore aujourd'hui. Je vois des coiffes des rotateurs, des prothèses de genoux, des épaules post-opératoires, des hernies discales. Je pose mes mains sur les gens, et je les aide à traverser la douleur, pour retrouver leur mobilité. C'est ça, le travail. Une pression appliquée dans la bonne direction, au bon moment. Je n'ai pas acheté cet iPhone à Asher par culpabilité. Je l'ai acheté parce que mon fils a ramené des A partout sur son premier bulletin de collège, et que je voulais qu'il ait la preuve tangible que l'effort paie. 6 mois d'économie, 200 $ par mois. Ce téléphone n'était pas un cadeau. C'était un investissement. Pour un enfant qui regarde des documentaires sur les requins, porte un couteau de poche, et ne casse pas les affaires des autres. Dit qu'on n'a jamais rien acheté à Jay avec son propre argent. Non pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce qu'il n'en a pas besoin. Car je finance la vie de Deacon depuis 2 ans, et personne dans la famille n'y voit le moindre problème. Ce schéma est bien plus ancien que l'histoire de la Mustang. Lors de ma remise de diplôme en physiothérapie, j'ai invité toute la famille à la cérémonie. Margot est venue. Asher est venu. Il avait 7 ans. Il s'est assis au premier rang, et a applaudi quand on a appelé mon nom. Et il n'a pas arrêté d'applaudir, jusqu'à ce que Margot pose sa main sur son genou, en lui disant « Elle t'a entendu, mon chéri. » Clint est venu. Il s'est tenu au fond, les bras croisés, a souri une fois, et est parti avant la réception. Vera est arrivée avec 40 minutes de retard, prétextant que la circulation était mauvaise. Le campus est pourtant à 15 minutes de chez eux. Deacon n'est pas venu. Il a dit qu'il avait un entretien d'embauche. L'entretien était dans une boutique de téléphone. Il n'a pas eu le poste. Il n'a pas appelé pour me féliciter. Il m'a envoyé un texto 2 jours plus tard, et « Je peux t'emprunter ton pick-up samedi ?» Quand j'ai ouvert la clinique, Deacon est venu à la journée portes ouvertes. Il est resté dans la salle de soins pendant 4 minutes, a pris une bande de résistance, et a dit à Lynn, assez fort pour que ma réceptionniste l'entende, elle étire des gens pour gagner sa vie. C'est comme faire payer pour un cours de yoga. Lynn a ri. Pas ma réceptionniste. Quand mon mariage a pris fin, Vera m'a appelé une seule fois. Elle a dit, peut-être que si tu avais passé moins de temps à la clinique et plus de temps à la maison, il serait resté. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle n'a pas demandé de nouvelles d'Asher. Elle a demandé si j'allais continuer à payer le forfait téléphonique familial, maintenant que je n'avais plus qu'un seul revenu.
Mais je n'avais qu'un seul revenu avant même le divorce. J'ai toujours vécu avec un seul revenu. L'argent de mon ex-mari est parti à Atlanta avec lui, sa nouvelle petite amie, et son désintérêt total pour son fils. Dit qu'on vit dans une maison de 3 chambres, sur Landry Court, qu'il loue $1650 par mois. Ses revenus totaux à son poste actuel, directeur adjoint dans un magasin de matériaux de construction, s'élèvent à $36 000 par an. Avant les impôts, avant le loyer, avant les courses, cela fait $3 000 par mois. Après le loyer, il lui reste $1450. Les mensualités de la Mustang, à elle seule, étaient de $680. Il ne pouvait pas se payer la voiture, les modifications, le forfait téléphonique, l'assurance, et les courses, avec seulement $350 restants par mois. Alors, il ne payait rien de tout ça. C'est moi qui payais. J'ai possède une PS5, un overboard, et une paire de Jordan 4 qui coûtent $210. Il n'a jamais fait la moindre tâche ménagère. On ne lui a jamais dit non. L'année dernière, à Pâques, il a traité Asher d'ennuyeux, parce qu'Asher lisait un livre sur les courants océaniques au lieu de jouer aux jeux vidéo. Vera l'a entendu. Elle a dit, « J'ai n'a pas tort, mon chéri. Asher devrait sociabiliser un peu plus. » Asher était assis juste là. Il a fermé le livre, l'a posé sur ses genoux. Il a glissé sa main sur le couteau dans sa poche, et n'a pas dit un mot. Moi, je conduis un Nissan Frontier de 2019, avec une bosse sur l'aile arrière faite sur un parking de Métairie, que je n'ai pas eu le temps de faire réparer. L'uniforme scolaire d'Asher vient de chez Target. Ses baskets ont coûté $55. Son violoncelle est loué $45 par mois dans un magasin de musique sur Airline Highway. Son téléphone était l'objet le plus cher qu'il possédait. Et son cousin l'a jeté contre un mur parce que j'ai volé le meilleur, sans que personne dans la pièce ne lui dise qu'il n'y avait pas droit. Abonnez-vous à Susuro de Reddit, si vous savez ce que ça fait de payer pour tout le monde, et d'être blâmé pour le simple fait d'avoir quelque chose. En février 2024, Dicon a eu besoin d'une voiture. Sa Chevy Malibu de 2014 avait coulé une bielle sur le pont-jeté. Il l'avait ramenée qu'à un cas sur la bande d'arrêt d'urgence, le moteur faisant le bruit d'un mixeur rempli de boulons. Il n'avait ni l'argent pour la réparer, ni le crédit pour la remplacer. Son score de solvabilité était de 510. Il avait un avis de recouvrement pour un abonnement à une salle de sport, une carte de crédit radiée depuis 2021, et une facture médicale pour un passage aux urgences qu'il n'avait jamais payé. Aucun prêteur en Louisiane n'aurait voulu de lui. Il m'a appelé un mercredi soir, à 21h30. Asher dormait. Je révisais des dossiers de patients à la table de la cuisine. Il a prononcé les mots qu'il m'a dit 14 fois au cours des 6 dernières années, « Kendra, j'ai juste besoin d'un petit coup de main. » Ce petit coup de main était une Ford Mustang GT. À $42 000. Pas une Camry d'occasion, pas une Civic certifiée. Une Mustang GT, avec un moteur V8, des sièges en cuir, une suspension sport, et un prix de vente supérieur de $6 000 au loyer annuel de ma clinique. J'ai co-signé le prêt. D'abord, parce que Dicon prétendait avoir besoin d'un véhicule fiable pour le travail, un trajet de 20 km sur une autoroute parfaitement plate. Ensuite, parce que Vera m'a appelé le lendemain matin pour me dire, « Ton frère en a besoin, Kendra. Tu as un bon crédit. Utilise-le pour quelque chose d'important. » Mon score de crédit est de 781. J'ai bâti ce chiffre de la même façon que j'ai bâti ma clinique. Un paiement à la fois, une décision à la fois. Des années à ne pas acheter ce dont j'avais envie, pour que ce score reste suffisamment élevé afin d'emprunter pour ce dont j'avais réellement besoin. Dicon a utilisé ce chiffre comme la clé d'une voiture qu'il ne pouvait pas s'offrir. Il l'a conduite vers un style de vie qu'il ne pouvait pas assumer, et l'a modifiée avec des pièces facturées sur une ligne de crédit dont j'ignorais l'existence. La mensualité était de $680. Dicon a payé les 3 premières. Puis, il a raté celle de juin. Et celle de juillet. Le prêteur m'a appelé. Mon crédit a chuté de 31 points. J'ai commencé à payer les traites, car l'alternative était une saisie inscrite sur mon rapport de solvabilité. Cela m'aurait coûté le renouvellement du prêt SBA, indispensable à l'agrandissement de ma clinique. $680 par mois, pendant 24 mois. $16 320, pour une voiture garée dans l'allée de mon frère, avec des jantes personnalisées que je n'ai jamais autorisées. Un pot d'échappement qui fait trembler les vitres.
et une plaque d'immatriculation personnalisée affichant des CNTBX. J'imagine que cela signifie le Dicon Thibaudeau. Mais à chaque fois, je lis des sandbox, une boîte correcte, ce qui décrit parfaitement Dicon, une boîte à l'apparence correcte, mais totalement vide à l'intérieur, puisqu'il n'a rien construit lui-même. Les jantes personnalisées. Ça, c'était la deuxième chose. En juin 2024, Dicon m'a demandé de co-signer une ligne de crédit commercial chez AutoZone, soi-disant juste pour l'entretien de base, l'huile, les filtres, les plaquettes de frein. La limite était de 3 000 $. J'ai signé. La Mustang avait besoin d'entretien, et comme je payais déjà pour la voiture, payer pour son entretien me donnait l'impression de protéger mon propre investissement. Le relevé a affiché 8 500 $ de frais. Prise d'air froid, 420 $. Ligne d'échappement 4 bacs, 1800 $. Ressort court, 680 $. Jeu de jantes personnalisé, 3400 $. Vitre teintée, 340 $. Kit d'éclairage intérieur LED, 120 $. Filtre à air de performance, 95 $. Un projet de modification à 8 500 $, sur une voiture que je paie, facturée sur une ligne de crédit que j'ai co-signée, pour des accessoires que je n'ai jamais approuvés. J'ai failli appeler le service d'AutoZone ce soir-là. Ce qui m'a arrêté, c'est Asher. Il était à la table de la cuisine, faisant ses devoirs de mathématiques. Il avait son crayon dans la main droite, et le couteau d'Orin était posé sur la table à côté de sa gomme. Pas ouvert, juste posé là. Comme un enfant qui garde un caillou porte-bonheur ou une photo à portée de main pendant qu'il travaille. Il a levé les yeux et m'a demandé, « Maman, ça fait combien cette huitième en nombre décimal ?» J'ai répondu, 0,875. Il l'a noté, et s'est remis au travail. Moi, j'ai rangé le relevé de crédit dans un dossier. J'ai décidé de régler ça correctement. Pas avec un simple coup de fil, mais avec de la documentation. Le forfait téléphonique, c'était la troisième chose. Je paie 320 $ par mois pour un forfait familial T-Mobile. Quand Vera l'a configuré en mars 2024, elle m'a dit qu'il couvrirait 3 lignes, moi, Asher, et Dicon. Ton frère a juste besoin d'un téléphone pour le travail. Le supplément est de 140 $. J'ai dit d'accord. Je n'ai pas vérifié le relevé, parce que je faisais confiance à ma mère pour me dire la vérité sur une facture de téléphone. Le relevé affichait 5 lignes. 5, moi, Asher, Dicon, Lynn, et j'ai. 3 téléphones supplémentaires. 22 mois à 320 $. Cela représente 7040 $ de services téléphoniques, pour une famille qui n'est pas la mienne. Facturé comme un forfait à 3 lignes, mais qui était en réalité un forfait à 5 lignes. Parce que Vera m'avait annoncé un chiffre inférieur de 140 $ à la réalité. Et je l'avais cru, puisqu'elle est ma mère. Le téléphone de Jay, celui qu'il utilisait quand il a décidé que celui d'Asher était meilleur, était sur mon forfait. Le téléphone qui a enregistré le fracas, celui que Lynn a utilisé pour filmer puis supprimer la vidéo, était sur mon forfait. Chaque appareil dans cette pièce, à l'exception de celui de Clint, fonctionnait grâce à un forfait payé par la femme dont le téléphone du fils gisait en morceaux sur le sol. Les dépenses de la maison, c'était la quatrième chose. Chaque mois, j'envoie 400 $ à Vera par Zelle, pour les courses et l'entretien du foyer. Elle m'avait dit que cela aidait à payer les factures d'électricité, d'eau, et les virer chez Costco. Je l'avais cru. Parce qu'elle est ma mère, et que je pensais que les mères ne volent pas l'enfant qui porte déjà le fardeau le plus lourd. J'ai épluché mes relevés Zelle. Chaque dépôt de 400 $ sur le compte de Vera était suivi, dans les 48 heures, d'un virement de 350 $ vers le compte courant de Dicon. Sur 24 mois, 350 $ multipliés par 24. 8400 $ détournés de mon budget course, vers la poche de mon frère, via les mains de ma mère. Cela faisait 4 choses. 4 flux d'argent s'écoulant de mon compte vers la vie de Dicon, par 4 canaux différents. Aucun d'entre eux n'avait été divulgué. Tous étaient justifiés par la même phrase, l'aider, c'est ce que font les sœurs. La 5e chose fut celle qui a tout changé. J'ai téléchargé mon rapport de solvabilité le soir même où j'ai à fracasser le téléphone d'Asher. J'étais assise à la table de la cuisine. Le téléphone cassé gisait en 2 morceaux à côté de mon ordinateur portable. Le couteau d'Orin était posé juste à côté, car il appartenait à Asher. Je lui avais demandé de me l'emprunter pour la soirée,
et il avait dit oui, sans même demander pourquoi. Abonnez-vous à Susurro de Reddit, car ce que j'ai découvert sur ce rapport de crédit explique pourquoi mon père m'appelait dès l'aube, et pourquoi ces appels n'avaient absolument rien à voir avec Dicon. Le rapport de solvabilité affichait un prêt automobile pour un Ford F-150 de 31 000 $. Co-signataire, Kendra Thibodeau. Date de création, janvier 2023. Solde restant, 22 000 $. Mensualité, 540 $. À jour, payé, et en temps voulu. Payé par Clint, pas par moi. Mais sur mon crédit. À mon nom. Grâce à ma signature, donnée il y a 3 ans de la même manière que je donne tout à cette famille, sans lire les petits caractères, parce que je faisais confiance aux personnes qui tenaient le stylo. Clint m'avait demandé de co-signer, parce que son ratio d'endettement était trop élevé après son remplacement du genou. Il s'était assis à la table de ma cuisine avec les papiers du prêt, et m'avait dit, dans 12 mois, je refinance. Ton nom sera retiré immédiatement. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour être approuvé. Il avait l'air raisonnable. Il avait l'air d'un père demandant une petite faveur à sa fille. 12 mois ont passé. J'ai oublié. 24 mois ont passé. Il n'en a pas parlé. 36 mois ont passé, et mon nom figurait toujours sur un prêt automobile de 22 000 $. Une dette que j'ai découverte à 23h47, la nuit même où le téléphone de mon fils a été fracassé contre un mur, par un garçon dont la famille entière fonctionne sur mon identité financière. Voilà pourquoi Clint avait appelé 19 fois avant le lever du soleil. Pas pour la Mustang, mais pour le F-150. Si je commençais à vérifier mon crédit, si je commençais à tirer sur les fils, le pick-up referait surface. Ces appels frénétiques n'étaient pas ceux d'un père défendant son fils. C'était un homme qui protégeait son propre secret. La voix la plus forte, ce matin-là, n'était pas en colère. Elle était terrifiée. J'ai failli balancer mon ordinateur portable à travers la pièce. Ce qui m'a arrêté, c'est le couteau. Il était posé sur la table, sous la lumière du plafonnier. Manche rouge, outils argentés repliés. Il ressemblait exactement à ce qu'Orin aurait posé calmement avant de prendre la parole. Orin ne jetait jamais rien. Orin réparait les choses. Il réparait les tuyaux, les robinets, les moustiquaires, et les charnières de la barrière du jardin. Et quand il ne pouvait pas réparer quelque chose, il s'asseyait à côté du problème, jusqu'à comprendre pourquoi c'était cassé. Alors, je me suis assise avec le mien. J'ai appelé Margot à 21h30. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Je pouvais entendre son chat, sa télévision, et le souffle d'une femme qui retenait sa langue depuis 2 ans, sachant pertinemment que cet appel finirait par arriver, mais refusant de le forcer. Ils font tout fonctionner sur mon crédit, Margot. La Mustang, le forfait de téléphone, la ligne AutoZone, le pick-up de papa. Et l'argent des courses de maman va directement à Dicon. Tout, chaque centime, absolument tout. 4 secondes de silence. Tu portes cette famille sur ton dos depuis ton divorce. Ton dos est solide, Kendra, mais il n'est pas infini. Une colonne vertébrale ne peut supporter qu'une certaine charge, avant que le disque ne lâche. Tu sais ça mieux que personne. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais arrêter de les porter. Bien. Fais-le ce soir. N'attends pas qu'il trouve une raison de te faire culpabiliser en premier. Tu attends la permission de personnes qui profitent largement de ton silence. Elle avait raison. Margot m'avait prêté 12 000 $ pour ouvrir la clinique, en me disant « Rembourse-moi quand tu pourras ». Je ne suis pas la banque, je suis ta marraine. Je l'avais remboursée en 18 mois. Elle est la seule personne de ma vie qui m'a donné de l'argent en espérant me voir réussir, au lieu d'espérer que je continue à donner indéfiniment. À 22h15, j'ai annulé le prélèvement automatique de 680 $ pour la Mustang. L'email de confirmation est arrivé en 9 secondes. 2 ans de paiement terminés en un clic, et un seul email. Et un grand silence s'est installé dans ma poitrine, là où se trouvait autrefois l'anxiété. À 22h30, j'ai appelé T-Mobile, et j'ai retiré Dicon, l'inégé du forfait. 3 lignes déconnectées. Effet immédiat. La représentante a demandé, êtes-vous sûr de vouloir retirer les 3? J'ai répondu, j'en suis sûr. Elle a dit, c'est fait. 2 mots, prononcés plus vite qu'il n'en a fallu âger pour lancer le téléphone. À 22h45,
j'ai déposé une contestation pour chaque débit AutoZone supérieur à $500. 7 débits. 8500 $. Des modifications non autorisées, sur une ligne de crédit co-signée prévue pour l'entretien. Le formulaire de litige demandait ma relation avec l'utilisateur principal. J'ai écrit, sœur, co-signataire, non consulté. À 23 heures, j'ai annulé le transfert Zelle mensuel de $400 destiné à Vera. 24 mois d'argent pour les courses, qui nourrissaient en réalité le compte courant de Dicon. $8400 évaporés par ce canal. Désormais, le pipeline était à sec. À 23h15, j'ai appelé l'assistance routière AA, et j'ai demandé une dépanneuse à Plateau. Du 2847 Landry Court, jusqu'au parking de Thibaudeau Physical Therapy. Le répartiteur m'a demandé si le véhicule était en panne. J'ai répondu, non. Je suis la propriétaire figurant sur la carte grise, et je viens récupérer mon bien. Elle a dit, le chauffeur sera là à 6h30 du matin. Je n'ai pas dormi. Je me suis assise à la table de la cuisine, avec le dossier et l'impression de mon rapport de solvabilité. Le couteau d'Orin était posé à côté d'eux, car je l'avais emprunté à HR pour la soirée, et il avait accepté sans poser de questions. Le couteau était encore tiède de sa poche. Il sentait légèrement le cuir de son sac d'école. Je l'ai pris une fois, je l'ai fait tourner dans ma main, puis je l'ai reposé. Orin n'aurait jamais rien jeté. Orin se serait assis avec le problème jusqu'à comprendre pourquoi il était cassé. Puis, il l'aurait réparé, ou il s'en serait éloigné. C'étaient les deux seules options qu'Orin reconnaissait. Le réparer, ou le laisser. Ne jamais le porter. À 5h15, HR est sorti de sa chambre en pyjama, les cheveux aplatis d'un côté et les yeux à demi fermés. Il m'a vu à la table. Il a vu le dossier. Il a vu le couteau. Il n'a pas demandé ce que je faisais. Il s'est assis en face de moi, a posé ses mains sur la table, et m'a demandé, « Maman, tu as dormi ?» J'ai répondu, « Pas encore. » Il a regardé le couteau. « Je peux le récupérer ?» Je l'ai fait glisser sur la table. Il l'a mis dans la poche de son pyjama. Il l'a serré une fois, à travers le tissu. Puis il est retourné se coucher. À 6h30 précise, la dépanneuse s'est engagée sur Landry Court. Le chauffeur s'appelait Hector. Il avait un porte-bloc, un treuil, et le genre de visage de quelqu'un qui a remorqué un millier de voitures sans jamais poser de questions. J'étais garé de l'autre côté de la rue. Je lui ai montré la carte grise. Il l'a regardée, a regardé la voiture. Il a dit, « Votre nom, votre voiture. » Il a reculé le camion jusqu'à l'allée. Il a descendu les rampes, et a accroché l'essieu avant. Le treuil s'est mis en marche. Et la Mustang, bleu foncé, avec ses jantes personnalisées, sa ligne d'échappement, ses ressorts courts, ses lumières LED intérieures, et ses $8500 de modifications que je n'avais jamais autorisées, a roulé à reculons le long de la rampe pour s'installer sur le plateau. Dicon est sorti de la maison, en short de basket, torse nu, et pieds nus sur le béton de février. Ses yeux étaient encore à moitié fermés. Sa voix, non. Qu'est-ce que tu fous? C'est ma voiture. Elle est à moi. Je la conduis tous les jours. Tu ne peux pas juste la prendre. J'ai payé $680 par mois pendant 24 mois. Tu n'as fait que 3 paiements. La carte grise est à mon nom. Je récupère mon véhicule. Il a changé d'approche, rapidement. C'est à cause du téléphone. J'ai à 13 ans. Il a fait une erreur. Les gosses cassent des trucs. Les gosses cassent des trucs quand personne ne leur apprend à ne pas le faire. Ton fils a arraché le téléphone des mains du mien, il l'a balancé contre un mur, et tu es resté assis sur ton canapé à boire ta bière, sans prononcer un seul mot. Madame Georget était sur son porche de l'autre côté de la rue, café à la main, toujours en peignoir. Elle ne faisait même pas semblant de regarder ailleurs. Un homme qui promenait son Golden Retriever s'était arrêté au bout de la rue. Il observait. Un gamin à vélo s'est arrêté 3 maisons plus loin. Tout le quartier se réveillait au son du treuil, et au cri d'un frère en short de basket hurlant sur sa sœur, qui, elle, ne hurlait pas. Dicon a tenté de jouer la carte de la famille, en baissant le ton. Kendra, allez. On peut s'arranger. Je vais commencer à faire les paiements. Laisse-moi 30 jours. Tu m'as dit ça il y a 24 mois. Il a essayé la culpabilité.
Lynn a besoin de la voiture pour déposer les enfants à l'école. J'ai un entraînement. Tu punis mes enfants pour une seule erreur. Tes enfants roulent dans une voiture que je paie, utilisent des téléphones que je paie, et mangent grâce à l'argent que maman siphonne de mon budget course vers ton compte en banque. 350 $ par mois, pendant 2 ans. 8400 $. Ce n'est pas une simple erreur, dit con. C'est un système. Son visage a changé. La colère s'est dissipée. Quelque chose d'autre, caché juste en dessous, a refait surface. Ce regard bien précis de l'homme qui entend un chiffre dont il pensait que personne ne ferait jamais le calcul. Et la ligne AutoZone. 8500 $ de modification. Prise d'air froid, pot d'échappement, jantes, ressort. Tous à facturer sur une ligne de crédit que j'avais co-signée pour des vidanges et des plaquettes de frein. Tu as construit une voiture de frime sur ma seule signature. Il a tenté une dernière approche. Plus basse, plus rapide. Celle qui intervient une fois que la colère et la culpabilité ont échoué, et qu'il ne reste plus que la demande à l'état brut. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Très bien. Je suis désolé que j'ai cassé le téléphone. Je le paierai. Laisse juste la voiture. Tu me dois 16 320 $ de mensualité pour la Mustang depuis 2 ans. Tu dois 8500 $ sur la ligne AutoZone. Tu as reçu 8400 $ via le pipeline de maman. Ça fait 33 220 $. Dis con, tu comptes payer un téléphone à 1199 $ avec quoi? Hector a serré la dernière sangle. Il est descendu de la dépanneuse. Il a dit, tout est prêt. Il n'a pas regardé Dicon. J'ai regardé mon frère, debout sur le béton froid, en short de basket, devant ses voisins. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. J'ai ressenti le poids très précis d'une femme, qui a passé 2 ans à signer des chèques pour un homme qui a laissé sa mère exiger des excuses de sa part, juste après que son propre fils ait détruit les affaires du mien. J'ai failli partir sans rien dire. Ce qui m'a retenu, c'est le F-150. Le pick-up de Clint. Le prêt que j'avais découvert la nuit dernière. La signature dont j'avais oublié l'existence. Le refinancement qui n'a jamais eu lieu. Ces 36 mois de silence, pendant que mon crédit portait un pick-up que je ne conduis pas, une voiture dans laquelle je ne monte jamais, un forfait téléphonique que je n'utilise pas, et des factures de courses qui nourrissent un compte bancaire qui n'est pas le mien. La carte grise de la Mustang est au nom de Kendra Thibodeau. Le prêt du pick-up est au nom de Kendra Thibodeau. Votre famille tout entière carbure à mon nom. La mâchoire de Dicon s'est contractée. Sa main droite s'est ouverte et fermée le long de son corps. Sa respiration est devenue courte. De petites inspirations saccadées, propres à un homme dont les poumons viennent d'apprendre une nouvelle que le cerveau n'a pas encore fini de traiter. Ses yeux sont passés de moi, à la dépanneuse, à Hector, à Madame Georget sur son Porsche, pour revenir vers moi. La couleur a quitté son cou en premier, puis sa mâchoire, puis ses pommettes, se drainant vers le haut comme l'eau se vidant d'un verre. Ses lèvres se sont serrées, puis séparées, puis serrées à nouveau, mais il n'a pas trouvé un seul mot. Lynn se tenait dans l'embrasure de la porte derrière lui. Elle avait son téléphone à la main. Elle ne filmait pas, cette fois. Hector a fait sortir la dépanneuse de Landry Court à 6h52. La Mustang était tournée vers l'arrière sur le plateau, ses jantes personnalisées accrochant le soleil de février. Son pot d'échappement pointait vers la rue, là où les pieds nus de Dicon étaient toujours cloués sur le béton qui commençait à se réchauffer. À 7h04, Clint a passé le premier de ses 19 appels avant 9h du matin. Je n'ai pas répondu. Le 20 février, Clint est venu à la clinique. Il est arrivé à 16h30, après mon dernier patient. La salle d'attente était vide. Les lumières de la salle de soins numéro 2 étaient éteintes. Margot avait déposé des beignets le matin même, et la boîte était toujours sur le comptoir de la réception, à moitié mangée, saupoudrée de sucre glace. Clint est entré. Il a regardé les beignets, il a regardé les salles de soins, il a regardé mon diplôme encadré sur le mur, et il m'a regardé. Il n'était pas en colère. Il était calme. Mesuré, de la façon dont l'est un homme qui a passé une semaine à répéter son discours, et s'apprête à entrer en scène. Il a posé une photographie encadrée sur le comptoir. Ma remise de diplôme en physiothérapie. Margot à ma gauche, son bras autour de ma taille. Asher à ma droite, avec sa cravate à clip.
Et Cline derrière nous, la main posée sur mon épaule, arborant un sourire que j'avais pris pour de la fierté, à l'époque. C'était peut-être de la fierté. Ou peut-être que c'était le soulagement d'un homme qui savait que sa fille avait un bon crédit, et qu'il en aurait besoin dans les 6 prochains mois. J'étais là ce jour-là, a-t-il dit. J'ai fait 2 heures de route pour te voir traverser cette Seine. J'étais fier de toi. Je suis toujours fier de toi. Tu as construit tout ça toute seule. Il a touché le comptoir. Cette clinique, ce cabinet, ton nom sur la porte. Tu as fait ça sans l'aide de personne. Je l'ai fait avec l'aide de Margot. Il a marqué une pause. Il n'avait pas anticipé cette réponse. Margot est une femme bien. Mais je suis ton père. Je veux que tu saches que je vois ce que tu as bâti. Il ne s'excusait pas. Il n'avouait rien à propos du pick-up. Il ne reconnaissait pas les 36 mois de silence, ni la co-signature dont il ne m'avait jamais libéré, ni les 19 appels de ce dimanche matin. Il jouait la comédie. La photo de remise des diplômes était un accessoire. La fierté était une monnaie d'échange. Et il la dépensait, parce que le compte en banque était vide, que le F150 figurait toujours sur mon crédit, que 18 appels étaient restés sans réponse, et que le formulaire de libération de co-signataire se trouvait dans le tiroir de mon bureau, à 1 mètre de là où il se tenait. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti le formulaire. Je l'ai fait glisser sur le comptoir, à côté des beignets et de la photo de diplôme. Signe ça, et on pourra parler. Il a regardé le document. Il a lu la première ligne. Demande de libération de co-signataire. Il a lu la deuxième ligne. Véhicule, Ford F-150 2023. VIN se terminant par 4827. Solde, $22 000. Il est resté immobile pendant 11 secondes. Ses mains étaient sur le comptoir. Ses pouces appuyaient fortement sur le formica. Il a regardé la photo, il a regardé le formulaire, et ces 2 objets, séparés de seulement 15 cm, signifiaient des choses complètement différentes. J'allais refinancer, a-t-il dit. Il y a 3 ans, les taux ont grimpé. J'attendais. Tu n'attendais pas, papa. Tu espérais que je ne vérifierais jamais. Il a repris la photo. Il n'a pas pris le formulaire. Il est sorti. La clochette au-dessus de la porte a tinté une fois. La clinique est redevenue silencieuse. Le formulaire est resté sur le comptoir, à côté des beignets. Je l'ai laissé là pour le reste de la soirée. À 19 h, je l'ai remis dans le tiroir, je l'ai verrouillé, et je suis rentré chez moi. J'ai préparé le dîner d'Asher, et je n'ai pas pleuré. Parce que pleurer, c'est pour les gens qui sont surpris, et je n'étais pas surprise. J'en avais fini. Voici ce qui se passe quand la personne qui paie pour tout arrête de le faire. Pas la version que la famille raconte, où la sœur est égoïste et le frère est la victime. La version où les chiffres percutent le mur, exactement comme le téléphone a percuté le mur. À la différence que les chiffres ne se cassent pas. Les chiffres arrêtent tout simplement d'arriver, et tout ce qui a été construit par-dessus s'effondre, à la vitesse d'un prélèvement automatique annulé. La Mustang est restée sur le parking de ma clinique pendant 12 jours. Je pouvais la voir depuis la salle de soins numéro 1. Chaque matin, je passais devant pour aller ouvrir la porte. Les jantes personnalisées, les vitres teintées, la plaque d'immatriculation affichant des CNTBX. Elle était posée là, comme une pièce à conviction. Le 13e jour, le créancier l'a saisie. Sans mes paiements, dit qu'on n'a pas pu réunir les $680. Il a raté l'échéance de mars. La banque a envoyé une mise en demeure. Un chauffeur de fourrière est venu un mardi après-midi, et a remorqué la voiture depuis mon parking, pendant que je travaillais sur l'épaule d'un patient. Lynn observait la scène depuis la fenêtre de sa cuisine, sur Landry Court. Elle n'a appelé Dicon qu'une fois la voiture disparue. Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit. Je ne pense pas que ce fut un long appel. Le forfait téléphonique est mort dans la nuit. 3 lignes se sont éteintes. Dicon, Lynn, j'ai, plus d'appels, plus de textos, plus de données. J'ai raté une discussion de groupe pour un projet scolaire, et a dit à sa professeure, mon téléphone a été coupé. L'enseignante l'a regardé pendant 3 secondes, a écrit quelque chose dans son carnet, et est passée à autre chose. Au déjeuner, un garçon à la table de G lui a demandé, qu'est-ce qui est arrivé à ton téléphone? G a répondu, il est en réparation.
Il n'était pas en réparation. J'ai été assis dans une cantine, avec un téléphone mort et une histoire inventée, parce que la vérité, c'était que sa tante avait annulé un forfait que sa famille n'avait jamais payé. La contestation chez AutoZone a gelé la ligne de crédit. 7 débits en cours d'examen. Dit qu'on ne pouvait plus acheter de pièces ni d'outils sur ce compte. Non pas qu'il en ait eu besoin, la Mustang avait disparu. La ligne était gelée. Les 8500 $ de modification faisaient l'objet d'une enquête par la société de crédit, qui a envoyé une lettre à Dicon pour lui demander d'expliquer ses frais. Il n'a pas répondu. La lettre est restée posée sur le comptoir de sa cuisine, exactement comme le formulaire de libération de cosignataire trône sur la table de Clint. Des papiers sans réponse, posant des questions au bas desquelles personne n'a envie d'apposer sa signature. Le zèle mensuel de 400 $ s'est arrêté. Vera m'a appelé 3 fois. Puis, elle a envoyé un texto, « Ton frère a du mal à s'en sortir sans l'aide pour les courses. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, les enfants ne devraient pas en souffrir. » Je n'ai pas répondu. La version de Vera de l'aide pour les courses consistait à déposer 350 $ par mois sur le compte courant de Dicon, dans les 48 heures suivant la réception de mon argent. Les courses n'ont jamais été des courses. C'était un pipeline financier, déguisé en garde-manger. Et les enfants dont elle parlait, c'était Jay, qui avait balancé le téléphone de mon fils contre un mur, et Quinn, qui n'était même pas impliqué. Elle parlait de Jay. Elle parle toujours de Jay. Le patron de Troyes, dans son entreprise maritime, a entendu parler de la scène de l'allée par la fille de Madame Georget, qui travaille dans un salon de coiffure à Métairie, là où la femme du superviseur de Troyes va se faire coiffer. Petite ville, racines profondes. Le superviseur a demandé à Troyes, « Tout va bien à la maison ?» Troyes a répondu, « Très bien. » Il n'avait pas l'air d'aller bien. Il avait l'air d'un homme debout sur un plancher qui, autrefois, était solide, et qui commence maintenant à craquer. Dicon a supprimé son Instagram 3 jours après le passage de la dépanneuse. Il avait posté des photos de la Mustang 11 fois. Chaque publication dégageait la même énergie, prise de vue en contre-plongée, lumière du coucher de soleil, légende sur le fait de bosser dur, d'être construit différemment, ou de mériter son succès. Les commentaires, après le remorquage, sont arrivés vite. Un ancien camarade de lycée, « C'est pas la voiture de ta sœur, pourtant ?» Un collègue du magasin, « Mec, elle te l'a vraiment reprise devant tout ton quartier. » Une femme qui fréquentait l'église avec Dicon, « Je prie pour votre famille durant cette période difficile », ce qui est la manière sudiste de dire, « J'ai tout entendu, et je vais le raconter à tout le monde. » Dicon a supprimé le compte. Les photos ont disparu, mais les captures d'écran vivent plus longtemps que la fierté, et Internet se souvient de ce que les familles essaient d'oublier. Madame Georget l'a dit à sa fille. Qui l'a dit aux femmes de son salon de coiffure? Qui l'ont dit à la femme du superviseur? Qui l'a dit au superviseur? Qui l'a mentionné au directeur de Dicon, au magasin de matériaux, lors d'une réunion matinale? Pas comme un commérage, mais par inquiétude. Dicon va bien? J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes de famille. Le directeur a regardé Dicon à l'autre bout du rayon. Dicon a regardé le plafond. La question est restée suspendue dans l'air, aussi lourde que l'humidité, jusqu'à ce que quelqu'un change de sujet. Voici la partie qui reste. Dicon se tient à l'arrêt de bus de Landry-Court, à 6h15 du matin, un lundi de mars. La ligne 39 passe toutes les 22 minutes. L'arrêt est à 4 maisons de son allée, là où la Mustang trônait autrefois, ses jantes personnalisées accrochant la lumière, sa plaque d'immatriculation face à la rue. L'allée est vide, maintenant. La tache d'huile est toujours là. Un ovale sombre sur le béton, ayant la forme d'un moteur qui tournait au ralenti, pendant que Dicon vérifiait son Instagram, avant de se rendre à un travail à 36 000 $ par an, au volant d'une voiture à 42 000 $ financée par sa sœur. Il attend à l'arrêt, dans sa chemise de travail, son déjeuner dans un sac en plastique, les mains dans les poches. Une voisine passe en minivan. Elle le voit. Elle ne s'arrête pas. Elle ne fait pas de signe. Elle fait le même trajet qu'elle fait depuis 3 ans. Et aujourd'hui, elle ne ralentit pas au coin de la rue, là où un homme attend un bus qu'il n'aurait jamais cru devoir prendre un jour. Le formulaire de libération de cosignataire pour le FE150 traîne sur la table de la cuisine de Clint. Non signé. 3 semaines, et ça continue. Vera le déplace sur le comptoir quand elle met la table pour le dîner.
Clint le remet à sa place quand la table est débarrassée. Aucun des deux n'en parle. La photo de remise de diplôme est de retour sur la cheminée du salon. Le formulaire de libération est à côté de la salière, séparé d'à peine 15 cm. L'un est le souvenir d'un jour où Clint a posé sa main sur mon épaule en souriant. L'autre est un document lui demandant de retirer sa main de mon crédit. Il ne l'a pas signé. Il ne le signera peut-être jamais. Mais mon nom figure sur ces deux objets. L'un des deux, j'ai choisi de le donner. L'autre m'a été pris pendant que je regardais ailleurs. Un samedi matin d'avril. Le parc sur Transcontinental Drive, à 3 pâtés de maison de la clinique. Kendra et Asher sont sur un banc, avec 2 cafés venant du stand près du parking. Celui d'Asher est surtout composé de lait, avec une dose de décaféiné. Parce qu'il a 11 ans, et qu'il aime tenir son gobelet de la même façon que sa mère tient le sien. Un petit effet miroir, un petit entraînement pour devenir grand. Margot arrive à 9h15, avec un sac en papier du Café du Monde. Des beignets. Du sucre glace à l'extérieur du sac, à l'intérieur du sac, sur ses mains, et sur le banc, en l'espace de 30 secondes. Elle s'assoit. Elle ne pose aucune question sur Deacon, ou Vera, ou Clint, ou la Mustang, ou le F-150. Elle interroge Asher sur les requins. Il lui explique que les requins-baleines peuvent vivre jusqu'à 130 ans. Elle dit qu'ils survivent à tout. Il dit qu'ils se contentent de continuer à nager. Elle répond que ce sont des poissons intelligents. Asher sort le couteau de sa poche. Manche rouge. Outils argentés. Il ouvre la petite lame, prend une pomme dans le sac que Margot a apporté, et l'épluche en une longue spirale, exactement comme Orin le lui avait appris sur la terrasse arrière, l'été avant sa mort. L'épluchure s'enroule autour de la lame en un ruban continu, et atterrit sur une serviette posée sur le banc. Et la pomme, en dessous, est blanche, propre, et intacte. Il coupe un quartier, et me le tend. Il coupe un quartier, et le tend à Margot. Il se coupe un quartier pour lui-même. Nous sommes assis tous les trois sur un banc, sous le soleil d'avril. Nous mangeons des morceaux de pommes, découpés par un garçon, avec un couteau rouge, offert par un homme qui connaissait la différence entre un enfant qui casse les choses, et un enfant qui les répare. Le téléphone n'est plus là. La Mustang a disparu. Les paiements se sont envolés. Les virements, elles, sont terminés. Les lignes de crédit, les cosignatures, les forfaits téléphoniques et les faux budgets de course ont tous disparu. Ce qui reste, c'est ça. Un banc, un couteau, une pomme, une marraine avec du sucre glace sur les doigts, et un garçon qui porte une solution dans sa poche, et qui ne casse pas les affaires appartenant aux autres. À partir de maintenant, je m'occupe de mes propres problèmes. Et c'est la sensation de légèreté la plus immense que j'ai ressentie depuis très longtemps. Enfin.